13 h, le journal Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Voici les titres. Célébration aujourd'hui de la journée internationale de lutte contre la corruption. Ce phénomène social, politique et économique touche tous les pays du monde. En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle à mettre fin à la corruption dans tous les domaines. Le message est lu par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier de haut niveau sur les ressources humaines et les réformes foncières en Afrique francophone. Les travaux se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. L'accent a été mis sur l'accessibilité des femmes à la propriété foncière. Enfin, ouverture à Paris, en France, du procès en appel de Théodorine Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Bonjour à tous. Lundi 9 décembre 2019, c'est aujourd'hui la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Ce fléau, on le sait, ralentit le développement économique et contribue à l'instabilité des pays. En Côte d'Ivoire, quelle action pour mettre fin à la corruption? Le message du gouvernement est lu par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Ngolo Coulibaly. Au regard de la menace que fait peser la corruption sur le développement, la paix et la sécurité de nos États, la lutte contre le fléau exige une approche globale et multidisciplinaire qui doit impliquer toutes les composantes de la société, les gouvernants, le secteur privé et la société civile. Pour sa part, le gouvernement ivoirien a mis en place le cadre réglementaire et institutionnel de la lutte et veille à son respect. Il appartient donc aux responsables administratifs et politiques, dirigeants et agents publics d'assurer une bonne mise en œuvre des mesures prises par l'État afin de mettre fin à la corruption dans nos pays. Les organisations non gouvernementales et la société civile doivent aider dans cette lutte à travers la sensibilisation, l'éducation des populations et surtout la dénonciation des faits de corruption. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ensemble avec les autres structures d'inspection et de contrôle, mène depuis plusieurs années des actions de prévention. Les résultats sont évidents. Au niveau de l'indice Mo Ibrahim, la Côte d'Ivoire a été classée à la 22e place sur 54 pays en 2018 contre la 41e place en 2017, soit un gain annuel de 19 places. Concernant l'indice de perception de la corruption de l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire connaît une progression significative passant de la 136e place en 2013 à la 105e place en 2018. Enfin, la Côte d'Ivoire a également enregistré des performances remarquables au niveau du Millennium Challenge Corporation MCC avec un score positif de 0,35 en 2019. Malgré ces résultats encourageants obtenus par la Côte d'Ivoire ces dernières années, de nombreux défis restent à relever, d'autant que la lutte contre la corruption est un combat de longue haleine nécessitant un engagement fort de tous les acteurs de la vie nationale. C'est pourquoi je voudrais inviter chaque citoyen à s'investir dans cette lutte afin de créer une coalition nationale contre ce fléau aux conséquences désastreuses pour nos économies. Ainsi, nous créerons les conditions d'une émergence économique et d'un développement durable pour la satisfaction des besoins fondamentaux de nos concitoyens. Bonne célébration à toutes et à tous. C'était un reportage de Lanciné Bakayoko. La réforme des finances publiques se poursuit en Côte d'Ivoire. Le Comité national de coordination et de suivi de la mise en œuvre du schéma directeur de cette amélioration des finances publiques a fait récemment le point sur l'exercice 2019. À noter un bilan globalement satisfaisant. Les détails, Lanciné Bakayoko. Cette rencontre d'évaluation de la mise en œuvre du schéma directeur des réformes liées aux finances publiques a réuni une trentaine d'acteurs issus pour l'essentiel des ministères et des instances de contrôle des ressources de l'État. De manière globale, la mise en œuvre est très satisfaisante
parce que toutes les administrations ont été suffisamment sensibilisées et impliquées dans la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, je peux dire que l'état d'avancement de la mise en œuvre pour la période 2018 et 2020 est en très bonne voie. La fiscalité, la gestion des recettes et des dépenses, les passations des marchés, les dispositifs d'audit, ainsi que le système d'information financière sont entre autres les domaines qui ont meublé le plan d'action 2019. Dans ce plan, une dizaine de réformes ont pu être finalisées. Les plus importantes sont le budget en mode programme, la révision du code des marchés et l'interconnexion des systèmes douaniers entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les impôts ont également été d'un grand apport dans l'atteinte des performances. Au niveau des impôts, il y a un ensemble de réformes qui ont été initiées par notre direction, notamment la digitalisation, la mise en place d'un modèle de prévision des recettes fiscales, le renforcement du cadastrage national en vue de renforcer le recouvrement de l'impôt foncier et bien d'autres réformes importantes sur lesquelles nous avons discuté. Il reste à régler quelques difficultés liées à la mise à disposition des dotations budgétaires ainsi que celles liées aux démarches administratives, notamment les lourdeurs des procédures au niveau des bailleurs de fonds. Toujours en Côte d'Ivoire, des réflexions autour du plan stratégique de l'intégration 2018-2022. Les échanges se déroulent entre le ministère de l'intégration africaine et ses partenaires techniques et financiers. Alors comment se structure ce programme stratégique de l'intégration 2018-2022 ? Sidonie Davila. Pour suivre les programmes et les projets sectoriels en cours au niveau de certaines organisations telles que l'UEMOA, la CEDEAO et l'UA, un plan stratégique de l'intégration régionale PSI 2018-2022 a été mis en place. Autour de ce plan, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, initiateur du PSI, veut fédérer tous ses partenaires techniques et financiers. Nous avons bâti ce plan-là qui a 3 axes majeurs. Un axe institutionnel qui est de renforcer même nos capacités. Un axe diplomatique qui est de montrer un peu notre positionnement sur l'extérieur. Et puis un axe opérationnel où nous allons essayer de faire la promotion des projets et des programmes. Mais tout cela ne peut pas se faire sans ressources. Et c'est en cela que nous avons décidé de partager un peu le fruit de nos réflexions avec ce que nous appelons les partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, pour qu'ils nous accompagnent à mieux mettre en œuvre donc, ce plan stratégique de l'intégration. Nous avons un certain nombre de projets que nous allons leur présenter. Par exemple, le projet du port sec de Ferké. Et avec l'appui des uns et des autres, nous allons pouvoir avoir une intégration encore plus renforcée. Le PSI couvre la période 2018-2022 et s'élève à 71 milliards 421 millions de francs CFA. Il se veut une approche novatrice visant à propulser la croissance économique et la transformation du pays. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, a accueilli il y a quelques jours un atelier de haut niveau sur les ressources humaines et les réformes foncières en Afrique francophone. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réalisation des programmes de sécurisation foncière en Afrique de l'Ouest. Astou Touré. En Côte d'Ivoire, la question du foncier rural est à la base de conflits entre plusieurs peuples. Pour juguler le phénomène, experts, professionnels du métier et étudiants se sont donné rendez-vous à Yamoussoukro pour réfléchir sur la formation des ressources humaines dans le cadre de la sécurisation foncière en Afrique francophone. Donc il est question d'identifier les besoins et de les mettre en rapport avec les nouveaux outils pour développer du personnel compétent qui peut nous permettre d'utiliser justement ces outils pour optimiser, n'est-ce pas, les ressources, réaliser les opérations à moindre coût. Et c'est ça l'enjeu. Cet atelier de haut niveau vise, entre autres, à décliner les grands axes pour une politique foncière plus équitable en matière de genre et la mise en œuvre de projets favorables à l'accessibilité des femmes à la propriété foncière. Les femmes ont un accès limité, mais la difficulté demeure au niveau de l'accès à la propriété. Parce qu'il est difficile aujourd'hui pour les femmes qui exploitent les terres d'en être
les propriétaires et d'avoir non seulement la certification, mais le titre foncier. La femme a accès à la terre. Je pense que quand on associe les hommes à ça, peut-être qu'on aura des résultats positifs. Ce n'est pas un combat de femmes, ce n'est pas quelque chose de féminin, mais c'est des questions de droits humains qui aujourd'hui devraient être revendiquées par tout le monde, pas simplement les femmes. Cette rencontre organisée par l'Agence foncière rurale en partenariat avec des institutions nationales et internationales permettra à la Côte d'Ivoire d'être mieux outillée dans la gestion du foncier rural. Un anniversaire dans cette édition, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, l'ASECNA, célèbre ses 60 ans. En Côte d'Ivoire, une journée porte ouverte a été organisée en marge des festivités. Il s'agissait pour l'ASECNA de faire découvrir au public, notamment aux élèves et étudiants, les différents métiers de l'aviation. Le point avec Francis Boifo. Des élèves dans les locaux de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA. Cela s'explique. Nous sommes dans un domaine de pointe et la qualité, l'excellence doit être de mise. Alors nous avons décidé donc d'ouvrir nos portes aux jeunes élèves, aux jeunes lycéens pour susciter des vocations au niveau de ces jeunes-là, afin qu'ils puissent embrasser les nombreux métiers du secteur de l'aérien et je dirais pérenniser donc notre organisation. On a appris que les avions se dirigent de l'ouest vers l'est. Quand ils se dirigent de l'ouest vers l'est, ils utilisent un système impair et celui qui vient dans le sens contraire utilise un système pair. Vraiment, je pense que dans le futur, j'aimerais bien venir ici parce que c'est un métier très intéressant. L'ASECNA assure la sûreté du transport dans l'espace aérien de 17 pays africains. Elle couvre 1200 km². Nous sommes heureux parce qu'aujourd'hui, des investissements sont effectués par l'ASECNA sur le territoire ivoirien. On avait les problèmes concernant le balisage aérien. Aujourd'hui, l'ASECNA a pris ça entièrement en charge pour pouvoir refaire le balisage pour l'atterrissage des avions. Et d'autres acquis aussi vont venir encore avec l'ASECNA, avec le plan de financement qui a été mis en place, qui va être financé sur la Côte d'Ivoire pour le développement du transport aérien. Le 12 décembre prochain, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, aura 60 ans. Cette journée porte ouverte a été organisée en marge des festivités de l'institution. Un tout autre sujet à présent, ce projet veut réduire la faim et améliorer l'alphabétisation et l'enseignement primaire. Il s'agit du programme intitulé McGovern-Dole. Alors pour vérifier si ce projet se déroule bien, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Kate Bell, a visité 2 sites dans la région nord, le groupement agricole des femmes et l'école primaire publique de l'Oyerika. On en parle avec Ami Sissoko. Fait des corvées à la recherche d'eau pour arroser les cultures de contre-saison pour les femmes du groupement agricole Shigeta de l'Oyerika, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Korogo. Elles viennent de bénéficier d'un château d'eau d'une capacité de 16 000 litres grâce au programme américain McGovern-Dole pour l'éducation et l'alimentation en Côte d'Ivoire avec l'appui du programme alimentaire mondial PAM. Avec ce fourrage, l'eau ne manque plus. Maintenant, nous produisons déjà en quantité et en qualité et nous vendons bien. Et cela nous permet non seulement d'approvisionner notre caisse, la caisse du groupement, et d'avoir encore de l'argent pour nous-mêmes et pour nos enfants. Le groupement a été également doté d'une plateforme de stockage de produits, d'une unité de transformation et de séchage de produits agricoles. En retour, une partie de sa production est mise à la disposition de la cantine scolaire du village au profit des 193 écoliers. Tous ces projets financés par le gouvernement américain à l'Oyerika ont été visités par Richard Kate Bell, le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire. À ses côtés, une délégation du PAM. Par l'entremise de la direction des cantines scolaires, le programme McGovern-Dole, une école, une cantine et un groupement, touche aux 613 cantines dans l'ouest et le nord du pays. Son but, pérenniser les cantines scolaires et autonomiser les femmes. C'est 125 000 élèves qui bénéficient d'un repas chaud et équilibré tous les jours de classe. C'est 125 000 élèves qui voient leur capacité améliorée en apprentissage de la lecture-écriture. Je suis heureux de voir et d'entendre que grâce à ce programme de cantine scolaire, il y a beaucoup plus de filles qui restent
à l'école et poursuivre leur éducation, ce qui finira bien par être bon non seulement pour elles, mais pour la société tout entière. Au niveau national, le programme McGovern-Dole couvre plus de 5500 cantines scolaires pour plus d'1 million d'écoliers qui bénéficient de l'appui de 921 groupements agricoles. Depuis 2016, la Côte d'Ivoire en bénéficie. Il est financé par le gouvernement américain à hauteur de 17 milliards 500 millions de francs CFA et prend fin en 2020. La mairie de Divo a doté récemment des établissements scolaires primaires de 12 classes. Ce don pour accompagner la politique de l'école obligatoire en Côte d'Ivoire. Coût du projet, environ 75 millions de francs CFA. Léon Brou de RTI Bouaké. Le ministre de l'Équipement, témoin de cours au Centre de protection de la petite enfance CPPE de Divo. Bienvenue à l'inauguration de ce bâtiment de 3 classes, don du maire Amédée Kouakou pour renforcer les capacités d'accueil de cette structure d'éveil et d'éducation des tout-petits. Ils sont 70 contre l'effectif autorisé de 50 pensionnaires par classe, pareil à l'école Dialogue 7 au Conakry, respectivement bénéficiaires de 3 et 6 classes avec bureau de directeur. Un soulagement pour l'administration scolaire. Vous avez une classe de CP2, il y a 120 élèves, vous êtes obligé de diviser la classe en 2. Il y a un groupe qui vient le matin, un groupe qui vient le soir. Parce qu'il n'y a pas de salle. Mais déjà, avec ce que la mairie vient de nous offrir, ça va soulager et nous, en tant qu'administration scolaire, et les enseignants et les parents d'élèves. Coût de ces 12 salles de classe et bureaux de directeur, environ 75 millions de francs CFA, dont 12 investis sur fonds propres du ministre maire Amédée Kouakou, en réponse aux doléances de la direction du CPPE. Pour lui, il s'agit d'accompagner l'autonomisation de la femme par la protection de la petite enfance et la politique de l'école obligatoire. Tout pour l'avènement effectif de l'Ivoirien nouveau. Vous, enseignants, vous avez en charge la vie de ces enfants. Vous avez en charge leur avenir, vous avez en charge leur devenir. Vous devez les former pour que l'esprit nouveau, l'esprit de l'Ivoirien qui aime son pays, habite ces enfants-là. Vous devez donc les former pour que ces enfants deviennent d'eux-mêmes des hommes importants dans ce pays. Que Dieu bénisse ces salles de classe dans lesquelles les enfants vont étudier, pour que demain, ils deviennent des grands titres, qu'ils deviennent des Ivoiriens avec un esprit de paix, de cohésion et d'entente. Engagement immédiat du maire de Divo, achèvement des projets en cours et dotation des écoles de latrines pour étoffer les équipements éducatifs de la mairie, portant déjà sur la 12aine d'établissements, dont 6 écoles maternelles. Dans l'actualité nationale également, le 2e forum sur l'efficacité énergétique, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Objectif, sensibiliser et explorer les opportunités liées à la maîtrise de l'énergie ainsi que la mise en œuvre d'actions d'amélioration de la performance énergétique dans les entreprises ivoiriennes. Nadia Edja et Noël Niagno. Éteindre les ampoules au sortir d'une pièce, débrancher tout appareil électrique après usage. Des réflexes anodins qui permettront de réduire efficacement le gaspillage énergétique. Outre ces éco-gestes, l'architecture et les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments peuvent contribuer durablement à l'efficacité énergétique. D'où le thème de cette 10e édition du Forum ivoirien de l'efficacité énergétique, construction durable. Globalement, on peut économiser plus de 30% de l'énergie que nous consommons. On a fait venir les meilleurs experts dessus. Il y a les gens, les architectes, ceux qui sont dans les bâtiments. On a fait venir aussi les environnementalistes. Tout cela, les énergéticiens seront là. Et on va essayer d'échanger pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de manière à ce qu'un plan d'action concret puisse sortir. Gestion optimale des ressources, l'efficacité énergétique est une des clés pour préserver l'électricité et réduire ainsi le taux de gaz à effet de serre à hauteur de 28% d'ici à 2030. Nous allons justement à la COP25 à Madrid pour présenter certains projets, pour essayer de voir en tout cas comment est-ce que nous pouvons en tout cas faire un grand pas dans l'atteinte de nos objectifs. Et le secteur de l'électricité est un secteur fondamental dans la lutte contre le changement climatique. Selon la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité en Afrique occidentale est évalué à 52% avec des coupures d'électricité pouvant atteindre 80 heures par mois.
La journée internationale des personnes handicapées a été célébrée le mardi 3 décembre dernier. Événement institué par les Nations Unies pour sensibiliser et promouvoir les droits des personnes handicapées. En Côte d'Ivoire, la célébration de cette journée s'est déroulée dans la commune de Cocody autour du thème « Promouvoir la participation et le rôle des personnes handicapées, faire progresser le programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Patricia Etia. Riche programme culturel à l'occasion de la Journée internationale des handicapés ici à la mairie de Cocody. Les artistes handicapés ont donné de la voix pour égayer cette journée. C'est une occasion importante de sensibiliser à la complexité des problèmes d'invalidité et aux défis auxquels font face les personnes handicapées. Depuis 1998, il y a eu cette loi qui permet aux personnes en situation de handicap de travailler, d'être recrutés à la fonction publique. Mais il n'y a pas, jusqu'à présent, il n'y a pas de décret d'application pour cette loi. Dans le monde, 10 à 15% de la population est en situation de handicap, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, environ 453 000 personnes vivent cette situation, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. En dépit des nombreuses conventions ratifiées par le gouvernement, la prise en charge de ceux-ci demeure problématique, comme l'a révélé la présidente des femmes handicapées. La CDPH renferme tout ce qu'il y a comme loi, comme droit des personnes handicapées, tout ce que l'État doit faire pour nous et tout ce que nous également nous devons faire vis-à-vis de l'État, ça renferme vraiment tout. Et tant qu'il n'y a pas de décret d'application, la CDPH n'a presque pas de sens. Pour le grand public, cette journée est également l'occasion de changer de regard sur les personnes handicapées. Je vais demander à tous ceux qui vont commencer à construire ou à faire au niveau de Cocody qu'ils pensent aux personnes souffrant d'un handicap. C'est-à-dire au niveau de la construction, au niveau des halls, au niveau des grandes surfaces et tout. Il faut que nous tenions compte maintenant dans le déplacement pour que ces personnes soient aussi à l'aise. Depuis que cette journée existe, des progrès ont été réalisés en faveur des personnes handicapées. En particulier, l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée par 147 pays. C'est un instrument d'application des droits de l'homme pour les personnes handicapées. Autre célébration, le 55e anniversaire de Fraternité Matin, quotidien ivoirien de langue française. Venance Conan, le directeur général de Fraternité Matin, a décliné récemment les grandes lignes des festivités. On en parle avec Issaïo. La presse papier traverse une crise sans précédent à travers le monde. Fraternité Matin, quotidien cinquantenaire, n'échappe pas à cette réalité. Dans le monde entier, les journaux papier ne se vendent presque plus. Donc voilà, et ça nous a frappé depuis, je sais pas, 2015, 2016 par là, ça s'est accéléré. Pour surmonter cette épreuve, le quotidien gouvernemental a dû se mettre à l'évidence de l'ère du numérique. Nous, on a dû nous recentrer. Et aujourd'hui, l'avenir pour tous les médias, c'est le numérique. Donc nous avons beaucoup investi là-dedans. Malgré les investissements, l'entreprise n'arrivait pas à tourner à plein régime. Il a fallu faire face à un plan social. Mais l'autre conséquence, c'est que nous sommes retrouvés avec un personnel qu'il fallait alléger. Ça nous a obligés à passer par un plan social. Ça a été douloureux, mais on n'avait pas d'autre choix. Après 55 ans de présence sur le marché, Fraternité Matin est le leader de la presse papier en Côte d'Ivoire. Une position qui ne fait pas oublier au directeur général les défis à venir. On a amélioré le contenu, on l'a recentré et nous sommes toujours leaders. Ça veut dire que ça a payé. Mais nous comprenons très bien qu'il ne suffit pas d'être leader, mais il faut pouvoir se maintenir à ce poste-là. Et comme je l'ai dit, on s'est recentré sur le numérique. Donc vous trouverez aussi notre journal numérique qui est en train de connaître une progression significative qui nous donne entièrement satisfaction. Dans un esprit de relance, le quotidien va marquer un arrêt pour faire le bilan de ses 55 ans. Un anniversaire, c'est l'occasion de s'asseoir, de faire son bilan et de se projeter dans l'avenir. Mais il n'y aura pas que le côté festif. J'ai parlé de cette réflexion sur la zone de libre-échange économique là. Mais entre ces deux moments-là, entre le 9 et puis le 21, nous-mêmes, entre nous ici à Fratmat, on aura l'occasion de réfléchir. On a quelques idées. Mais vous allez voir un nouveau Fraternité Matin. Journée portes ouvertes, un forum sur la zone de libre-échange dans l'espace UEMOA, un concert et un dîner gala sont les activités qui meubleront
ce 55e anniversaire du groupe Fraternité Matin. Plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine et de l'Afrique centrale invités à la 5e édition du Festival international des théâtres d'Abidjan, événement pour célébrer le théâtre africain. Chris Diomandé et Franck Quadio. Django, danse des ancêtres, évocation de l'enthousiasme des anciens combattants abidji après leur retour de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Un souvenir de l'époque coloniale devenue aujourd'hui une tradition pour le peuple abidji. Nous sommes au rond-point de la rue 12 dans la commune de Treichville au Festival international du théâtre d'Abidjan, FITA. Cette 9e édition dédiée au Abidji met en exergue les valeurs et les richesses de la culture de ce peuple du sud de la Côte d'Ivoire. Art de scène, art de rue, le FITA, c'est toute une démarche. Un festival international dédié au théâtre, mais aussi un brassage de toutes les cultures africaines. Pour les festivaliers, la découverte de plusieurs sensibilités artistiques est l'expression même de la diversité culturelle du continent. Une satisfaction. Là où la culture est, tout le monde doit y être, puisque la culture brise les frontières. Nous avons été très surpris, agréablement surpris. Un forum international où un département de la Côte d'Ivoire est représenté, c'est une fierté pour nous. Et nous avons été choisis, nous sommes là pour représenter le département de Sikensi dans toutes ses composantes pour apporter un plus à ce festival international. On avait senti que le théâtre avait des difficultés, donc on s'est dit mais pourquoi ne pas apporter notre pierre. Le festival reçoit des pays qui viennent ici en Côte d'Ivoire pour montrer leur culture et aussi partir avec la culture d'ici. Le Festival international de théâtre d'Abidjan FITA, organisé par la compagnie Siamois Expression, entend promouvoir les valeurs culturelles africaines à travers le théâtre, les jeux et danses traditionnelles sur l'échiquier international. Et pour terminer l'actualité nationale, le lancement du festival Tonkpi Ni Dale, c'est la 3e édition. Elle se tient du 8 au 14 décembre prochain à Mans, dans la région ouest du pays. Le festival Tonkpi Ni Dale vise à promouvoir le riche patrimoine culturel du peuple d'An. Mamadou Kwasi. Du 8 au 14 décembre prochain, la ville de Mans va vibrer au rythme du festival Tonkpi Ni Dale. Une 3e édition pour préserver et promouvoir les arts et la culture d'An. Paix et culture est le thème de cette édition 2019. Au cours d'une conférence de presse, le professeur Mathieu Loubomba, commissaire général et son équipe sont revenus sur les innovations du festival Tonkpi Ni Dale. Le rôle des femmes dans la résolution des conflits, l'action déterminante des masques dans la cessation des guerres et dans l'établissement de la paix sont autant d'éléments illustratifs du thème de cette année qui seront montrés aux festivaliers. Il y a le logement chez l'habitant. Il s'agit de loger une bonne partie de nos invités festivaliers dans les villages. C'est l'occasion pour eux d'avoir des contacts directs avec les dents dont ils partagent le temps du festival, les manières de se nourrir, de se divertir et de vivre ensemble. Pour cette édition 2019, le peuple acquis est l'invité national pendant que le Royaume du Maroc viendra en tant qu'invité international avec ses produits culturels. Le commissariat général du Tonkpi Ni Dale Festival prévoit pour cette édition 2019 250 000 festivaliers. Forum économique, concours culturel, tourisme, colloques sont entre autres le contenu du Tonkpi Ni Dale 2019. En France, l'ouverture aujourd'hui à Paris du procès en appel de Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président de ce pays. Reconnu coupable de blanchiment, notamment de corruption, Théodorine Obiang avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende avec sursis et la confiscation de ses biens estimés à plus de 150 millions d'euros. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.